OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Et j'aimerais faire un petit message avant de commencer l'émission. D'ailleurs, je vais la débuter comme ça. Désolée pour le rhume que j'ai, parce que ça peut que je mouche et que je tousse. Parce qu'ici, il fait froid. Fret, comme on dit au Québec. Bonjour, Jean Morissette qui est en studio. Salut, Carole Lauzé. Ça va bien, Jean? Ça va super bien. Je te toucherai pas, je te l'assure. Tu ne pogneras pas mes micros. Avant de commencer, justement, l'émission, j'ai un message d'intérêt public, si on veut, que je vais aussi mettre à un moment donné sur ma page Facebook. Mais ce message a pour but de bien mettre les choses au clair, OK? Étant une personnalité comme en public, présentement, là, je commence à prendre un petit peu plus de galon. Alors, c'est pas toujours évident. Soit via le web ou par les ondes radio sur Bande FM, j'aborde différents sujets controversés, tels que l'ufologie, le paranormal et tout ce qui touche à l'inexpliqué. Mais je partage différents articles sur Facebook que je reçois, plusieurs invités à la radio dans le but premier, de vous informer sur plusieurs sujets et points de vue sur les domaines qui attisent la curiosité, bien entendu. Mais il est important de savoir, et retenez bien ceci, que c'est pas parce que j'aborde un sujet que j'y adhère automatiquement. Mais même si je peux avoir une bonne idée ou une bonne ouverture d'esprit sur plusieurs choses dans ce style-là, mais peu importe les thèmes ou la manière dont les thèmes sont traités ou abordés par mes invités, l'idée est souvent de diversifier les informations transmises. C'est pas mal ça. Et tous ont droit à leur opinion, bien sûr, mais que ce soit mes invités ou les auditeurs qui écoutent mon émission. Mais j'aimerais préciser que le but n'est pas de vous convaincre tel un gourou ou pour vous vendre quoi que ce soit. Sachez faire la différence entre mon adhésion et donner la tribune à une invitée pour promouvoir son idée ou sa façon de penser. Autrement dit, je veux pas être étiqueté à un invité quelconque ou des propos tenus par ce dernier, parce que j'ai reçu des courriels assez plates dernièrement, puis j'aime autant le mentionner. De plus, au nom de Zone Parallèle, et étant indépendante, je collabore avec tout le monde. Puis ça, là, ça permet de créer des liens et des contacts un peu partout à travers la planète, si on veut. Je sais que mon nom circule de plus en plus, mais je préfère me dissocier de toute guerre de clochers et en rester loin, j'avoue. C'est pas toujours rose quand on voit ce genre de phénomène-là de guerre de clochers. Je suis sûr que tu es de mon avis, Jean. Oui, très. Puis moi, oui. Tel Obélix et Astérix, je suis prête à défendre mon territoire comme des attaques que je peux recevoir déjà d'ailleurs, surtout par courriel. Mais si mes propos vous dérangent, c'est pas que... C'est parce que peut-être que vous ne prenez pas la peine d'essayer de comprendre les propos que je vais dire ou de les interpréter. Il y en a qui vont pomper rapidement, puis c'est ça que je trouve bien plate. Mais je vais continuer de vous informer en restant neutre et observer silencieusement ceux qui veulent se prouver en montant, qui pissent plus loin que les autres. Là. Ça, je suis pas... Excusez pour la toux, je vous avais prévenu. Eh oui. C'est ça. Fait que ceux qui veulent me prouver qu'ils sont capables de pisser plus loin que les autres, fait que là, je vais vous regarder faire, c'est tout. Moi, j'ai pas à prouver ce que j'ai à faire, puis je vais rester neutre, puis je vais rester tel quel, en toute nature et en bon entendeur. Faut jamais oublier que chacun a sa vérité. Hein? En effet. Carole puis moi, on pense pas toute la même affaire sur l'ufologie, puis c'est excellent pour ça. Moi, ça fait des années que je dis, il y a un public
pour Page, il y a un public pour Bourbeau, il y a un public pour Jean Cazot, il y a un public pour Carole, il y a un public pour moi, il y a un public pour tout le monde. Et tout mène à la vérité. Il y en a même qui a fallu qu'ils passent par des sectes pour le savoir. Ben exactement. Voilà. Mais tu sais, en fait, les sectes, puis tout ça, on a-tu besoin de ça pour vivre? Est-ce qu'on a besoin d'avoir absolument un groupe ou un gourou pour se dire comment faire, comment penser? Il y a quelque chose, il faut être quand même libre dans nos pensées, libre penseur, comme on dit. Oui. Mais j'adhère pas à tout ce que les gens peuvent dire. J'écoute, je vais analyser. Il y a des choses que les gens vont dire que ça a bien du sens, mais à un moment donné, pas parce que j'écoute quelqu'un ou que je vais voir et je vais assister à une conférence quelconque que je vais me mettre à genoux devant ces personnes-là pour dire... Non. Et je vais me... Non, c'est justement pas ça. Je suis pas comme ça. Il faut savoir, comme qu'il disait dans le temps, il faut savoir séparer l'ivraie du bon. Exactement. Le moins bon du pas bon, mais chacun a sa vérité. Puis comme que je crois à la réincarnation, je l'explique pas, mais je sais que ça existe. Mm-hmm. Il faut des fois que tu passes par le moins bon pour atteindre le meilleur. Ça fait partie de notre cheminement, ça. Moi, j'y crois, je vous oblige pas d'y croire, mais moi, j'ai eu trop de preuves pour ne plus croire à ça. Exact. Mais je vous l'imposerai jamais, par exemple. Non, effectivement. Mais champ de différence. Mais c'est ça. Tu dis ton point de vue, tu dis qu'est-ce que tes connaissances, selon tes connaissances, c'est un peu ce que je fais aussi. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, je sais de quoi je parle par expérience pour certains trucs. Que vous y croyez ou non, je m'en fous. C'est ça. Je m'en fous, mais je souhaite que tout le monde ait une ouverture d'esprit et que les gens cessent d'attaquer constamment. Parce que je vous dis, là, j'ai reçu des courriels que je n'ai pas trouvé agréables. Ouais. Mais OK, je sais que tout le monde a droit à son opinion, mais de là à me lancer des flèches et d'en être pratiquement... ça me prouve que les gens n'ont pas vraiment compris les propos que je voulais dire pour ce qu'on m'a dit. Et c'est ça que je trouve un petit peu mais désagréable. Est-ce qu'ils sont signés ou si c'est écrit par Idéal 33? Là, non, c'est okay. Signé, mais c'est juste que, tu sais, des fois, ça, c'est un courriel et non sur Facebook avec des faux comptes, là, ce que je parle. Mais, d'accord. Mais bref, c'est ça. Je trouve ça un petit peu... Mais, mis à part ça, aujourd'hui, on reçoit un grand chercheur assez particulier qu'on appelle Albert Fagioli. Bonjour Albert, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je vous entends faiblement là, depuis la France. Hein. Ah, mon Dieu, OK, c'est ça, je sais pas si c'est votre téléphone parce que je pense... Non, mais j'entends, ça va. Vous entendez? On vous entend. Bonjour Jean, hein. Merci de m'accueillir. Hein. C'est un plaisir. OK, oui, c'est un plaisir. Pour faire une brève définition, M. Fagioli est un radiesthésiste, archéologue intuitif, chercheur extrasensoriel, chasseur de trésors, historien, auteur d'un essai historique sur le livre qui s'appelle « Le Testament du duc d'Enghien ». Je ne sais pas comment le prononcer. Comment? D'Enghien? Duc d'Enghien. Duc d'Enghien et le secret du fabuleux trésor de Martille. Martial ou Martille? Martille. OK. Vous êtes spécialiste à la recherche de souterrains, de cryptes, de caves, de tombes, de grottes, etc. Tout ce qui se trouve en dessous, sous nos pieds, ou ce que les gens ne connaissent pas l'existence pour la plupart. Vous faites aussi des recherches également sur les anciens conduits d'eau, des câbles électriques, tout ce qui est des égouts. Oui, un peu moins, ça. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est vraiment des gens qui veulent savoir où passer les anciens câbles ou les conduites, où ils peuvent faire appel à moi. OK, avec les veines d'eau aussi, pour la réalisation d'un puits ou des choses comme ça. Mais c'est pas votre spécialité. Pas votre spécialité, c'est ça. OK. Je suis plutôt spécialisé tout ce qui est cavité, grotte, souterrain de château. Vous utilisez vous utilisez un danseur, ici on appelle ça une baguette de sourcier, là, depuis plus de 20 ans, si je me trompe? Oui, là j'utilise depuis 1995 un doseur qui est ni plus ni moins que les baguettes de sourcier modernes. Voilà. On travaille avec ça sur un roulement à billes, une poignée. Et ce qui est mieux avec cet appareil, c'est qu'il est directionnel quand on cherche quelque chose ou un souterrain. Et il va répondre très facilement quand vous passez au-dessus d'une cavité ou d'une grotte
Voilà, il répond très très fortement. Mais là, monsieur Albert, on a mis l'eau à la bouche à tout le monde, mais si on commençait par le commencement, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre enfance, comment est-ce que vos dons sont venus, tout ça? Vous savez, le commencement, là. Ouais, mais juste avant, je veux juste faire un exposé rapide sur M. Fagioli pour une des choses qu'il a faites tout d'abord pour que les gens sachent à qui on a affaire. M. Fagioli a résolu l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la piraterie, celle du capitaine William Kidd. Il a résolu les plus grandes énigmes du 21e siècle. Vous n'êtes pas n'importe qui, là. Ça, c'est extraordinaire, ce que vous avez fait. J'avoue. C'est depuis le 25 novembre 2014, j'ai résolu le mystère des cartes qui ont été découvertes sur le capitaine Kidd, qui ont été découvertes dans les années 30 par Hubert Palmer, l'anglais. Et toutes ces cartes, elles sont quasiment toutes vraies ou des copies conformes, falsifiées pour certaines, pour ne pas qu'il y ait tous les documents dessus. Et toutes ces cartes ramènent tout dans le golfe de Thaïlande. Et il y a eu déjà des articles de presse depuis le mois de décembre 2014. Et il y en a eu d'autres là. Et il y en aura un prochainement dans un grand magazine en Thaïlande, là, au mois de décembre. Voilà. Et là, on va faire des pieds puis des mains pour que ça paraisse ici aussi au Québec, ou du moins au Canada, là, éventuellement. Au Canada, je crois que tout le monde est concerné parce que ces fameuses cartes-là, j'aimerais retrouver les derniers qui les ont récupérés, le consortium américo-canadien, Monsieur Maurice Taylor, apparemment, qui aurait été le dernier acheteur de ces cartes, qui était Madame Dick, qui était l'infirmière de Hubert Palmer, celui qui avait découvert ces cartes dans les meubles du capitaine Kidd. Et après, elle a dû les vendre, et c'est un consortium américain-canadien qui les a achetées à l'époque près de Winnipeg, là. Et donc, j'aimerais aussi rencontrer ces gens-là, ceux qui possèdent encore ces documents, les premiers, qui ont été découvertes. Mais après, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été greffés et qui ils proviennent tous du Captain Kidd, Wilkins qui est venu, Snow, ceux qui sont au Canada, au musée d'Halifax, là, qu'on attribue à Oak Island. Vous verrez, il n'y a aucun trésor du Captain Kidd à Oak Island. Tout est les plus sont sur l'île dans le golfe de Thaïlande, les premières. Et il est revenu, pour vous dire, après, aux États-Unis, avec très peu de coffres. Il a joué au petit poussé depuis le golfe de Thaïlande. Voilà. Donc on va. Là, je vais peut-être démarrer comment j'ai eu mon don, comment j'ai eu l'idée de faire des recherches avec un doseur. Oui. Premièrement, vous êtes né où, en France, ou est-ce que c'est en France? On sait que c'est en Europe? Oui, moi j'habite près de Metz, là, c'est dans le nord-est de la France. C'est à côté du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. Je suis à 50-60 km de tous ces pays limitrophes, là. D'accord. J'ai 55 ans cette année, et donc ça va faire plus depuis 95 que je pratique la recherche avec le doseur, et je travaille après sur plan avec le pendule Mermet pour affiner les recherches. Et j'ai eu beaucoup de résultats assez positifs quand j'ai travaillé sur plan, et après quand je suis venu dans beaucoup de sites dans le sud de la France, et chaque fois, quand c'était une commune, j'ai fait un rapport qui a été transmis à la DRAC de chaque commune et à la mairie. Mais bon, en France, c'est assez compliqué d'obtenir des obtentions de fouilles, donc c'est un peu malheureux, mais ça ne bouge pas. Et donc là, vous verrez, il y a un blog, il y a un site Facebook que j'ai, donc vous pourrez voir aussi mon futur site professionnel qui s'appelle World Dosing France, où j'attends, bientôt, je pense que dans 5 ans, je serai à la retraite, donc je pourrai m'adonner à ma passion. Mais pour revenir un peu à comment j'ai venu... oui, c'est ça que le monde veut le savoir aussi. Comment est-ce que ça vous est venu la première fois, mettons, là? La première fois,
Disons que moi, je suis toujours passionné depuis tout petit, à l'âge de 17 ans, de chercher avec un détecteur de métaux, poêle à frire, comme on appelle ici en France. Mais j'ai vite abandonné parce que ici en France, on a beaucoup d'objets ferreux, beaucoup de capsules, de clous, d'obus. Des fois, je suis tombé sur des obus de 75, donc ça m'a un peu refroidi. Et pas beaucoup de pièces d'or, que des pièces, anciennes pièces. Donc j'ai laissé tomber. J'ai mis mon poêle à frire au placard et j'ai attendu jusqu'en 1995, 15 ans plus tard, à 32 ans, je vois une revue spécialisée sur l'histoire de trésors et je décide de faire l'acquisition d'un doseur. Ça s'appelle Sourcier en anglais. D'accord. Un appareil, voilà, que vous pouvez voir sur Internet, qui existe depuis au moins 50 ans. C'est pas moi qui l'ai inventé et il y a 20 pages de notices d'utilisation. Oh boy, 20 pages. Oui, 20 pages. Donc après, j'ai pris l'initiative là et d'acheter un pendule Mermet en même temps parce qu'on disait qu'on pouvait travailler sur plan. OK. Pour les auditeurs, voulez-vous expliquer ce que c'est un pendule Mermet? Oui, s'il vous plaît. Le pendule Mermet, c'est l'abbé Mermet qui a fabriqué ce pendule-là en forme d'une goutte d'eau avec une chambre témoin qu'on peut mettre un objet dedans quand on cherche sur plan. D'accord. OK. C'est comme les liseurs de Bonaventure à l'époque utilisent depuis des... OK, d'accord. Il y a des pendules, il y en a toutes sortes, mais là, c'est vraiment celui qu'a utilisé l'abbé Mermet, qui est connu ici en France. Hein. Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est pesant? Comment ça... C'est quoi le mode de fonctionnement, justement? Le mode de fonctionnement, c'est que, par exemple, si vous cherchez un souterrain, vous tenez votre appareil dans la main, votre poignet, il y a la pointe dirigée devant vous, mais quand vous cherchez un souterrain, quand vous passerez au-dessus, votre doseur va faire demi-tour complet, il va revenir vers vous, la pointe. Et à un moment, il va se relâcher, il va revenir devant. Donc là, vous mettez un piquet au sol, et vous faites la même chose de l'autre côté. OK. De l'autre côté, et il va revenir vers vous, et le doseur va se relâcher. Vous mesurez après qu'1 mètre entre les deux piquets et vous mettez un piquet au milieu. Et vous êtes à la verticale du souterrain que vous recherchez. Donc, votre spécialité... Vous pouvez suivre le cheminement du souterrain jusqu'où qu'il va. Tous les 10 ou 20 mètres, vous faites un passage comme ça pour chaque fois récupérer. Et après, vous reprenez, grâce à Google Marker, vous reprenez vos relevés en mettant une étoile pour chaque passage du souterrain. Et ainsi de suite, vous pouvez le suivre. Voilà, c'est ce qu'on avait fait avec une société en Alsace, Camexclo, pour les souterrains du château du Haut-Bar. On avait une journée par mois, on a fait tous les cheminements, et comme incroyable, tous ces souterrains, devinez où ils arrivent? Dans les églises. Ah, tiens donc. Voilà. C'est pareil comme... construit à l'époque pour l'évêché. OK. D'accord. Ouais. Mais en mai 2009, vous avez localisé 2 cryptes sous l'église de Rennes-le-Château. Oui, c'est ça. Pour Rennes-le-Château, c'est quelque chose de mythique. Moi, comme je suis allé en vacances là-haut avec ma femme et mon fils, j'ai dit, il faut que j'aille à Rennes-le-Château. J'avais travaillé le plan avant. Et là-haut, c'est incroyable. J'ai confirmé, il y a bien 2 cryptes sous l'église. Une qui est sous l'hôtel, qui a été confirmée par les travaux d'Eisenman, Robert Eisenman de Long Beach et de Bartolo de Macerat de l'université, archéologue, et qui, moi, j'ai confirmé celle qui est dans l'entrée, qui fait au minimum 6 mètres par 4, rectangulaire, mais sous les murs à gauche et en face, je peux pas aller vérifier avec mon doseur. Mais là, il y a bien une crypte, là. Et il y a les 2. Voilà. Et après, j'ai suivi les souterrains en surface également, qui passent dans les jardins de Marie, l'autre souterrain qui va vers l'ossuaire, et j'ai suivi tout ça. Et par contre, là maintenant, depuis 2016, j'ai publié la 3e crypte que j'avais localisée à l'époque, où j'ai fait un marquage avec une croix au sol, où là, il y aurait quelque chose qui peut être caché dans cette crypte, dont le seul accès est dans le cimetière de Rennes-le-Château. Mais vous, est-ce que... Apparemment, n'a pas dû voir accès à ce souterrain-là. Il a dû certainement le chercher, mais il aurait dû retourner tout le cimetière pour tomber dessus. Oui, parce qu'on sait qu'il a fait beaucoup de recherches dans ce cimetière-là, justement. Oui, lui, il a fait beaucoup de recherches, c'est connu. Il y a eu 300, 500 bouquins sur l'histoire de Rennes-le-Château. Oui. Il y a eu aussi le Da Vinci Code qui est un peu greffé là-dessus. Mais moi, qui est fait vraiment... j'ai côtoyé tous les dinosaures de Rennes-le-Château par téléphone, où je les ai rencontrés. Bon, ils approuvent mes travaux, mais bon,
chacun a ses travaux. Moi, j'ai jamais critiqué n'importe quel travaux, mais moi, c'est quand même celui qui a donné les plus de détails précis, et c'est même moi qui ai localisé le seul souterrain qui sort de Rennes-le-Château. Wow. Il descend derrière, il part de la grande crypte, il dépasse derrière sous la pierre tombale de Saunière, Oui. dans l'ancien cimetière, et il rejoint le Castillas en contrebas. Ah oui. C'est certainement un autre château. Ça, Il doit avoir une entrée à quelque part. Oui. Ben, puis même Oui. plusieurs. Et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, par exemple. C'est comme si vous venez de découvrir une entrée secrète que les gens utilisaient dans le château, probablement à l'époque où les gens devaient fuir s'ils étaient Qui dit château dit souterrain. Même ici, à la citadelle, il y en a. Je sais pertinemment que sous Château Frontenac, à quelque part, il y a une porte qui débouche sur 3 corridors. J'ai connu une personne qui a eu la clé de cette porte-là et un se rendait tout de suite au bord là, du fleuve. L'autre se rendait un petit peu plus loin, mais était bouché parce que tombé, parce qu'il y a eu des éboulis. Et l'autre, il n'a pas osé aller plus loin. Probablement dans le temps, justement, où tous les colons ont débarqué avec la guerre anglais-français. Exactement. Donc, ils ont construit le château sur un truc, parce que le château n'est pas si vieux que ça, là. On a connu le Diffen Bunker qui a été trouvé seulement dans les années 70, que tout le monde avait entendu parler, mais que personne avait trouvé. Mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sait c'est où exactement. Mais qui dit justement guerre, qui dit lieu de où est-ce qu'il y a des soldats, où sont les dirigeants principaux, il y a toujours des souterrains qui leur permettent de se sauver à quelque part, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Fagioli? Ce que je peux dire, c'est j'ai travaillé sur beaucoup de châteaux, et la plupart ont leur souterrain. Certains vont très loin, d'autres moins loin, mais c'est sûr, à votre avis, si vous construisez un château sur une petite montagne ou quoi que ce soit, est-ce qu'un jour vous êtes attaqué? Est-ce que vous voulez finir? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez quand même construire une issue de secours, comprenez? Exactement. Voilà. Comme à Carcassonne, on sait qu'il y en a 2 ou 3 qui se sont sauvés. Il devait y avoir une sortie, là, à quelque part, là, c'est ça? Ah, mais à Carcassonne, j'ai travaillé aussi, et là, j'ai localisé les 8 souterrains qui passent entre les 2 listes, les murailles. Et j'ai localisé, incroyable encore une fois, je suis allé, moi, c'est beau, une salle souterraine qui relie la fameuse tour du Tresseau, qu'on appelle. Moi, je connaissais pas. Eh bien, cette tour du Tresseau à droite de la porte Narbonnaise, c'était la tour qui a été construite par les Visigoths. D'accord. Pour cacher leur trésor. Mais imaginez-vous que, ma surprise, depuis cette tour, il y a un souterrain qui fait 300 mètres de long, qui arrive sur une crypte circulaire d'environ 8 mètres de diamètre. Et là, j'ai pu définir les contours parce que c'était sur un parking. Oh! Voilà. Et de cette crypte, il y a un autre départ de souterrain qui mène à une tour d'hélice d'un autre côté. Wow. Et ça a été confirmé aussi. Et j'ai fait un rapport à la DRAC, j'ai fait un rapport à la mairie de Carcassonne. Ils m'ont félicité, mais pour l'instant, ça bouge pas. C'est comme à Alette-les-Bains. J'ai beaucoup œuvré pendant 5 ans dans le sud de la France, à Alette-les-Bains. J'ai localisé aussi les souterrains et les cryptes de la cathédrale d'Alette-les-Bains et également la crypte circulaire où il y a l'église d'Alette-les-Bains. Et là, je vous raconte une histoire. À la Révolution, l'évêque d'Alette a dû s'enfuir en Espagne en laissant toutes les archives sous l'église, dans la crypte, ont été murées par l'évêque d'Alette. Et il est parti sans rien. Et après, il est décédé à peine 1 an, si j'ai des souvenirs, ou 2 ans après la Révolution. Et ces archives sont toujours là. Et je pense qu'il y aurait au moins 10 malles, 10 coffres contenant les archives de la bibliothèque d'Alette-les-Bains. C'est énorme. Et aussi, ça n'a pas bougé jusque maintenant, parce que la DRAC m'a expliqué qu'il faudrait que je trouve des sponsors pour financer la réfection des murs de la cathédrale d'Alette-les-Bains. Et après, on me donnera l'autorisation d'aller voir qu'est-ce qu'il y a
en sous-sol. Voilà. Ça, c'est encore une parenthèse où j'ai localisé des souterrains. Et j'ai même suivi certains souterrains où ils passent même un sous l'autre. Mais quand vous demandez l'autorisation comme ça d'aller fouiller dans les souterrains d'un lieu X, comment vous faites? Parce que la plupart des trucs, c'est des bâtiments privés, mais d'autres peuvent être aussi au niveau gouvernemental. Comment est-ce qu'on s'y prend pour ça? Non, attention. Quand je fais une demande, je demande l'autorisation propriétaire. Bon, quand c'est une commune, je fais un rapport à la commune de mes travaux, j'ai un accord, la DRAC est au courant, je ne fais pas de fouille. Là, c'est, comme on dit, c'est comme un sourcier, j'ai un doseur, je ne fais pas de fouille. Donc, je fais un rapport, je dis, voilà, la cavité, elle se trouve là, les souterrains se trouvent là, je fais un rapport. Par contre, quand je vais chez des privés, là, ça reste privé. Je ne publie pas, à part s'il m'autorise dire, je suis venu chez lui et je peux publier sur mon blog ou sur mon site. Mais je prends toujours l'autorisation, je peux juste dire une chose, jusqu'à présent, les seuls endroits qu'on m'a refusé en France, c'est la forteresse de Sals, où le ministre de la Culture, André Malraux, à l'époque, avait demandé à l'Espagne des plans des souterrains de la forteresse de Sals. Moi, je sais où sont la salle souterraine qui devait l'intéresser. Là, on m'a refusé les portes. Il y a un autre endroit en France aussi, c'est la Chartreuse de Villeneuve, les Avignon. Je ne comprends pas, là, c'est un plus ou moins privé. On m'a refusé. Et l'église et le château de Saverne, ici en Alsace. Voilà. Mais vous, monsieur Fagioli, quand, à partir de... Mettons, moi, que j'ai un château, puis je vous invite à venir chez nous et que vous, localisez un souterrain. À partir de ce moment-là, vous, est-ce que vous dites exactement c'est où? Parce que vous pouvez me le dire, puis là, je vous mets à la porte, puis je m'en vais creuser. Pour moi, non? Disons que la loi interdit, il faut déposer un dossier auprès de la DRAC, si vous voulez faire des fouilles, vous n'avez pas le droit en France. Bon, au Canada, ça doit être pareil. Vous voyez, vous devez demander un dossier. Après, si vous voulez faire un sondage ou quoi, il faut... Un sondage, ça passe encore. S'il y a une crypte chez vous dans le jardin, vous pouvez faire un sondage, vous pouvez envoyer une caméra et vous voyez ce qu'il y a dans la crypte. Ça, vous pouvez le faire vraiment sans autorisation, normalement, encore. Oui, effectivement. Mais si c'est sur mon terrain... Vous poser un dossier auprès de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Mais tout ce qui est souterrain en France, au-dessus, mettons, de mon terrain, c'est à qui? Est-ce que ça l'appartient légalement? Écoutez, en France, avant la loi du 7 juillet 2016, la loi du patrimoine, tout ce qui était découvert chez vous, un trésor ou quoi que ce soit, c'était 100% le propriétaire du terrain. Okay. Vous pouvez le déclarer. Mais depuis la loi de 2016, il paraîtrait que tout appartient à l'État. Donc toutes les personnes qui ont changé de terrain depuis le 7 juillet 2016 ne sont plus propriétaires de ce qui se trouve dans le sous-sol. Même si c'est... En Thaïlande, c'est 100% le gouvernement thaïlandais. Le roi de Thaïlande, qui est décédé, là. Est-ce que ça se peut que ça soit la raison pour laquelle il y a beaucoup de chercheurs de trésors avec des détecteurs de métaux que maintenant, ils annoncent plus ce qu'ils trouvent parce qu'ils veulent pas se les faire voler, justement? Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est la loi. C'est la loi. Bon, ils veulent préserver, ils appellent ça la préservation du patrimoine. Je ne discute pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des détecteurs, comme moi j'ai fait et tout. Mais moi, je n'ai jamais été sur des sites classés, je pourrais le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Vous voyez? Donc, mais ceux qui le font, il y en a peut-être qui le font. Bon, après, ils seront traités de pilleurs. Bon, voilà ce que je dis. Mais bon, en détection, avec un détecteur, vous allez à 30 cm, maximum 50 cm, vous voyez? Oui, absolument. C'est des bons détecteurs, voilà. Mais si je comprends bien dans tout ça, c'est que nos gouvernements, c'est des pirates. Ils laissent creuser tout le monde puis ils viennent te voler. Fait que c'est délicat après de vouloir... Ils vont dire que c'est du patrimoine, que tu n'avais pas affaire à le prendre, mais eux autres avaient juste à le prendre, par exemple. Mais justement...
Mais les autres, moi, j'aurais quelque chose en dessous de mon terrain privé, personnel, chez moi. Je verrais le ticoun. Non, mais je verrais le ticoun du gouvernement qui viendrait creuser dans ma cour. Mais si moi, je sais qu'il y a quelque chose, je vais le faire. Je vais m'associer avec quelqu'un que je veux bien. Tu sais, c'est pas... Non, mais ça, je vous comprends. Mais admettons que vous trouvez un gros trésor. Oui. Comment vous faites? Jusqu'à présent, j'ai localisé des salles souterraines où il y a des choses importantes dedans. Bon, ça n'a pas été plus loin, parce que c'est assez compliqué d'obtenir un dossier de fouille, parce que moi j'avais déposé à l'époque pour Rennes-le-Château un dossier pour un projet de micro-forage pour atteindre les 2 cryptes et avoir une caméra fibre optique, voir ce qu'il y avait dedans. Okay. Pour le site de Rennes-le-Château. Oui. Ça m'a été refusé, soi-disant que c'était pas assez scientifique, mais que c'était plutôt une chasse au trésor. Donc voilà ce que m'avait donné à l'époque, en 2009-2010, la réponse de la DRAC, le responsable, M. Henri Marchesi, qui m'avait répondu. Voilà. Mais pour comprendre que c'est assez compliqué en France, j'ai trouvé jusqu'en 1995, je n'ai pas trouvé beaucoup, vraiment, quasiment pas de pièces d'or ici où j'ai été, voilà. Mais après, vous, est-ce que vous... Je travaille avec le doseur, quelques pièces d'or, mais pas de gros trésors. J'ai des particuliers, donc après, voilà, vous partagez. Si je viens chez vous, Carole ou Jean, vous avez un terrain, on trouve un petit trésor, vous trouvez 15 pièces en or, 20 pièces en or, bon voilà, normalement, c'est partagé 50-50, vous voyez. Okay. Mais c'est pas... Après, vous le gardez pour vous, comprenez? Oui. Mais vous, est-ce que vous pouvez savoir... C'est pas évident. Vous, est-ce que vous pouvez savoir, quand vous localisez une crypte, pouvez-vous savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous pouvez savoir si c'est du papier, c'est de l'or, de l'argent, des bijoux? C'est possible, mais ça reste toujours... On appelle ça de l'archéologie intuitive, ce que je fais. Donc, je peux me poser les questions de ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir de l'or ou pas. D'accord. Et c'est la sensibilité que j'ai. OK. Vous voyez? Mais vous, en France, il y a tellement eu de groupes d'humains qui ont, depuis des millénaires, il y a toujours plein de places où il y a des cryptes, où il y a des places que c'est reconnu qu'il y a des trésors qui ont été enterrés à peu près vers telle localité puis que ça n'a jamais été trouvé. Vous pourriez arriver là et dire « Yes, moi, je sais exactement où. » Oui. Et je peux dire que comme là je suis sur une radio de Canada, c'est français, mais je invite les gens à lire par exemple la légende du Haut-Bar. C'est pas moi qui l'ai inventé, il y a des textes et vous verrez, c'est incroyable, surtout ici en Alsace, la guerre de 30 ans a fait beaucoup de ravages. Oui. Et l'évêché a caché énormément de trésors qu'on n'a pas retrouvés, que l'évêché n'a pas réussi à retrouver, et dont le château du Haut-Bar. Il y a une salle souterraine que j'ai localisée j'ai été au-dessus d'un rocher, et au-dessus du rocher qui fait déjà 20 mètres, après le pont du Diable, eh ben, là, il y a une crypte en dessous du rocher qui se trouve entre 10-15 mètres. Donc, en surface, j'ai localisé une crypte qui fait 7 mètres de diamètre. Wow. J'ai pris les mesures, et je suis à 30-35 mètres au-dessus de la crypte. Oh boy. Vous voyez? Donc, c'est ce que je suis capable. Et il y a aussi le château du Frankenbourg, où il y a eu, soi-disant, pendant la guerre de 30 ans, le trésor de la cathédrale de Strasbourg qui a transité. J'ai eu l'accord de la commune, j'ai eu l'accord de la DRAC pour aller faire les relevés, et j'ai publié après, et j'ai envoyé un rapport à la DRAC. Parce que là, apparemment, le château appartient 100% à l'État. Et au bar à Saverne, le château appartient 100% à la commune. Mais là, la commune, j'ai eu un gros holà, c'est que le maire de Saverne, qui est propriétaire du château du Haut-Bar, lui a fait des hautes études, a fait Sciences Po, il avait 46 ans à l'époque, et il est fermé à ce genre de recherche que je fais moi, mais bon, c'est malheureux, ben voilà. Mais comme je vous dis, les maires, ça change les maires, donc après, on fera une autre demande après pour essayer d'aller plus loin, voilà. Ouais. Pour ce projet-là, vous voyez. OK. On va devoir aller à la pause quelques instants. On revient tout de suite après. Alors, quittez pas. Ne quittez surtout pas, M. Fagioli. On a tellement de questions à vous poser. Restez en ligne. Oui. C'est pas évident, là, mais bon,
voyez, je suis content là d'être là vous et pourtant incroyable quand même mon livre sur le duc d'Enghien. Vous savez que le duc d'Enghien a eu une descendance féminine, Marie-Joseph, et elle était au Canada. Ah oui. Au Canada, c'est là qu'elle a rencontré son mari. Mais dans mon livre, il faudra que vous lisiez l'ascendance historique de Gabriel Duchastin, qui lui se dit descendant d'un fils qui aurait rencontré une femme, Marie-Joseph, au Canada. Faut faire une pause, monsieur Fagioli. On en recommence tantôt avec ça, justement. Merci. On revient tout de suite après. Restez en ligne. À tout de suite. Nous sommes de retour en studio avec M. Albert Fagioli et Jean Morissette. Et nous avons aussi le numéro de téléphone pour les textos. Ceux qui ont des questions à M. Fagioli, vous pouvez le faire au 903-5969 dans le 418. Non, j'ai pas dit le bon numéro. Ça, c'est Non. Oubliez le numéro que je viens de faire, on essuie. On commence. C'est le 581-500-1196 pour le texto. 581-1196. Ceux qui ont des questions. Ou allez sous le poster où ce qu'on annonce l'invité d'aujourd'hui. Pour les questions que je peux poser, essayez d'éviter de les envoyer en privé parce que sinon, je passe mon temps à fouiller, changer de page et ça fait un petit peu plus de taponnage un peu. Écrivez-les en dessous du poster et ça va me faire plaisir de les lire. Si tu permets, Carole, je voudrais dire un petit bonjour à mon fan numéro 1, Dimitri, sa sœur Leslie et à leur mère Gigi. C'est fait, bienvenue. Et d'ailleurs, je salue aussi en nombre tant qu'à faire M. Jean-Claude Barre qui nous écoute en ce moment. Oui. Justement, il y a un petit lien avec notre invité, ce monsieur-ci, fait que on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, on disait quoi tantôt avant la pause? On parlait de ton bouquin. Oui, que l'on va faire tirer tout à l'heure, qui est un autre chercheur de trésors, qui est mon ami Marcel Robillard. Il a écrit un livre qui s'appelle « Récit d'une vie antérieure, 1798-1825 » et en dessous, sous-titre « La réincarnation existerait-elle vraiment à partir de rêves d'une vie passée ?» C'est que ce monsieur-là est un chercheur de trésors québécois. Mais lui, c'était un plongeur. Il plonge en cours de temps en temps. Il a trouvé le fameux trésor à Terre-Neuve, un gros trésor de... J'oublie le nom, malheureusement. Là, j'ai pas la page, j'ai oublié de faire... Et il y a pas longtemps, il était sur le trésor de Lafayette, qui est en Louisiane. Il le cherchait ardemment. Je pense qu'il faudrait vraiment faire rencontrer M. Robillard avec M. Fagioli, Carole. On ferait des fortunes, je pense. Légales, bien sûr. Oui, mais encore là, ça, c'est s'il n'est pas les pirates gouvernementaux nous courent après. Après, c'est pas mieux. Ah, ça. Écoute. Fait que c'est ça. Fait que tout à l'heure, à la fin, il va y avoir une question. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe durant le programme, parce que je vais vous poser une question par rapport à M. Fagioli. Et le tirage se fera, Carole... Dis-moi si je me trompe, mercredi prochain, parce qu'on veut donner une chance à tout le monde, surtout ceux qui écoutent en différé sur les podcasts, qui ne peuvent pas nous écouter présentement. Exactement, le 31, la journée de l'Halloween. Mercredi soir, on va faire tirer parmi les réponses qu'on a obtenues, ceux qui auront répondu à la question. Ça, là-dessus, à la fin de l'émission, ou tout au cours de l'émission, à un moment donné, si j'ai 2 petites minutes pour aller fouiner sur Facebook, aller... écrire, vous allez voir la question du jour, ça c'est ici que ça se passe. Donc la question que Jean, je vais te laisser choisir la question et la poser en fin d'émission. À la fin, oui. C'est ça. Alors soyez attentifs tout le long de ce que M. Albert Fagioli va dire parce qu'il y a un élément qui va être celui qui va vous permettre de gagner le bouquin. Il y a 3 bouquins. Voilà, il y a 3 livres. Il y a
deux petites conditions. Un, évidemment, de répondre à la bonne réponse. Et deux, il faut que vous acceptiez qu'on vous l'envoie en COD, c'est-à-dire que c'est vous qui allez payer pour recevoir le livre. C'est juste ça que l'on vous demande. Ou de venir le chercher en studio. Ou de venir le chercher en studio. Voilà. C'est ça, on est pauvres, c'est pas drôle. Alors, Carole, on retourne par la magie des ondes en France. Ben oui, à Metz, monsieur Fagioli. Fagioli. On disait quoi avant la pause? Oui. Fagioli. Oui. On disait quoi avant la pause, Albert? Pardon? On disait quoi avant la pause? Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez du trésor. Écoutez, il y a du trésor du pape Clément V. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous parlez en même temps, je pense que... Excusez. Oui, c'était pour le premier livre que j'ai écrit, là, en 2008. Hein. Oui. C'est sur mes travaux, c'est 10 années de recherche, là. 10? Donc, ça a commencé en 95, quand je vous ai dit, j'ai acheté Dozer, tout ça. Oui. Et je me suis intéressé à une énigme près de chez moi, à 50 km. Okay. C'est l'histoire du trésor de Marty, où on a découvert un testament de 4 pages. C'est 2 pages recto-verso, un manuscrit qui était dans un paroissien. Et quelqu'un avait acheté des livres ici à Metz, et quand il a pris ce paroissien des princes et des princesses, quand il a pris une des pages, un moment pour le prendre, la page de couverture, le problème c'est qu'elle s'est décollée du bord, de l'épaisseur du livre, qui avait à peu près 256 pages, je crois. Et il y a un parchemin qui est tombé du livre. Et cette découverte-là, c'était en 1925 par Gaston Masculier et un autre nom qu'on n'a pas dû citer pour les descendants. Pour écrire mon livre, ils étaient 2 après. Et donc, ils ont fait des recherches à l'époque dans un château près de Marty et ils n'ont jamais trouvé le trésor. Un duc d'Ayen a investi des sommes faramineuses et beaucoup de monde sont venus. Il y a eu tous les spirites, vous pouvez regarder dans mon livre, même du Canada, le plus grand spirit du Canada à l'époque est venu en France rechercher. Et il a même dit qu'il y a bien un trésor, mais qui se trouvait à tant de mètres de profondeur. Okay. Et ils n'ont jamais trouvé. Et au fil du temps, ça s'est affaibli, les recherches ont arrêté. Ça a duré un moment pendant 1 an, et après ils ont arrêté parce qu'ils ne trouvaient rien. Et moi, je me suis penché là-dessus, je me suis dit, mais comment ça se fait? Ils avaient des croquis, ils avaient un testament. À la fin, il y avait des plans, des croquis en lettres de rouge, en lettres de sang. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Vous avez des plans, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé? Ben oui. Et moi, je me suis dit, c'est pas le bon endroit. Ah. Et ce qui est incroyable, c'est que mon travail en archives, des milliers de coups de téléphone en toute la France, dans tous les coins de France et de Navarre, ont fini par aboutir à un moment à des archives, récupérer tous les documents sur l'histoire d'un martyr, et j'en ai plus que même à la bibliothèque ici, de toutes les archives que je n'ai pas transmises maintenant à la commune de Marty pour le moment, mais j'ai trouvé le vrai château qui est concerné par ce souterrain qui mène, il faut trouver les oubliettes nord et sud, et il y a un souterrain qui mène à la chambre au trésor. Mais ce qui est fabuleux, c'est que les gens qui avaient découvert ces documents-là ont dit, ils les avaient détruits et ils ont fait des copies conformes. Oh. Certainement, comme ont été faites les cartes de kid, les gens, quand ils m'ont montré des cartes, soit ils les ont recopiées, avec peut-être des papiers de l'époque, recopiées, mais ils n'ont pas mis toutes les indications. Par contre, ils ont gardé les originaux. Et eux, à l'époque, on dit qu'ils ont détruit les originaux, mais ils étaient 2. Et les 2 personnes-là ont fait, les croquis des souterrains du château, là où ils ont caché les 2 coffres dans le sol du souterrain, et l'autre, il avait la partie du souterrain plus loin avec la chambre au trésor. C'est fabuleux. Ils ont 2 coffres qui étaient cachés dans un chariot de bois, et il y avait des troncs d'arbres, des troncs d'arbres qui transportaient, des gros, qui ont été préparés et dans lesquels ils avaient caché là-dedans les sacs de diamants et les sacs de pièces d'or. Wow. Dans le chariot en bois, qui transportait du bois. Et 2 caisses en fer au fond. Et ils ont caché ça. Ça s'est mal passé dans les environs d'Estrie, dans les environs de Marty, et ils ont pris la décision de cacher ces 2 coffres dans un souterrain qu'ils connaissaient. Et à l'époque, les gens ont dit, ceux qui ont découvert le testament, que c'était le trésor de Savary. Mais moi, mes recherches m'ont permis
de découvrir que les initiales qui étaient inscrites à la fin, c'était Louis Antoine Henri de Bourbon. C'était L.H. Antoine Henri de Bourbon, vous vous rendez compte? Oui. Ils étaient attachés ensemble. Et eux ont dit que c'était L.M. petit d grand B. Point. Et ça n'a rien à voir avec un Savary. Mais par contre, Savary, c'était le général qui a supervisé la condamnation du duc d'Enghien. Et il était en lettres appuyées, en lettres de sang. Et à la fin du croquis, des 4 pages, 3 pages à l'encre, et la dernière page en lettres de sang. C'était des sangs rouges. Il avait plus que pour écrire, quand il était au château de Vincennes, c'était le duc d'Enghien. Et il a finalisé son propre testament avec son propre sang et un morceau de bois. Wow. Et c'était plié. Et il y avait des blancs entre les lignes. Pour certaines lettres, c'était illisible, hein, parce qu'il y avait la pliure du document depuis 200 ans à peu près. Okay. Sans et des poussières, il y avait quand même. Et ce qui est fabuleux, c'est que les codes, c'était des codes qu'utilisait la famille de Condé. J'ai travaillé en archives, j'ai retrouvé des codes, mais ce qui est incroyable, c'est que le duc d'Enghien, à la fin, comme il savait qu'il allait être fusillé, a tout écrit avec son propre sang. Mais il a parlé de 3 trésors. 3 personnels qui se trouvent en Lorraine, 400 kilos, 20 000 pièces d'or, 17 lingots de 3 kilos, des sacs de diamants et des joyaux provenant du premier prince de Condé, des cadeaux qu'il avait eus à l'époque. Wow. 400 kilos, c'est énorme. Et c'est dans un souterrain en Lorraine. Le duc d'Enghien a enlevé des pierres du souterrain, a enlevé la terre derrière, a mis certains joyaux là, par exemple les sacs de pièces d'or, il a fait un signe sur la pierre, et il a remis la pierre, vous voyez, il a fait un signe dessus. Un peu plus loin, juste à côté, il a enlevé la pierre, il a fait pareil, il a mis d'autres objets qu'il avait stipulés. Mais il y a également un autre trésor qui lui provient, je ne sais pas lequel, qui représente 3-4 pleins chariots déposés dans une crypte. Et ça concerne encore un lieu de culte, là. Wow. Mais ça donne... ce qu'a transmis le duc d'Enghien, pas Savary. Et bon, je peux pas tout expliquer là. Non. C'est 10 années de travail. C'est mon livre, quand même, qui est quand même un essai historique qui a été publié par la maison d'édition Coprure à l'époque, qui est quand même la maison d'édition du Crédit Mutuel en Alsace, la maison mère du Crédit Mutuel, la banque française. Et c'est M. Bernard Sadoun qui était avant directeur et qui a publié mon livre en 2008. Ça va faire bientôt 11 ans. Voilà. Wow. Ce qui est incroyable, c'est que ce trésor n'a jamais été découvert. Et dans ce trésor, il y a aussi la médaille du Saint-Esprit du duc d'Enghien, la croix de Malte du duc d'Enghien et la croix de Saint-Louis. Wow. C'est quelque chose. Moi, le maire de Ettenheim, où vivait après le duc d'Enghien, et il s'est marié secrètement avec Charlotte de Rohan-Rochefort, et ils ont eu une fille, malheureusement, pas un fils, qui n'a jamais été reconnu par les Bourbons. Ils ont voulu garder ce secret. Et c'est incroyable, si vous regardez l'ascendance historique d'un certain Gabriel Duchassin, qui avait préparé, qui habite en Belgique, mais il paraîtrait que lui est descendant d'un fils. Mais comme par hasard, dans son ascendance, il a épousé une Marie-Joseph, qu'il a rencontrée en exil au Canada. Okay, oui. C'est incroyable, on revient toujours au Canada. Wow. C'est drôle, hein? Oui, même les Templiers sont venus cacher des choses ici au Canada, fait que c'est sûr que c'est un lieu de... Je comprends pas, là, moi, il y a beaucoup de... Voilà, on parle aussi d'Oak Island, de Marie-Antoinette, mais je comprends... Là, je comprends que la famille Bourbon de Condé, Charlotte de Rohan, elle est partie, après sa fille, est partie en exil là-haut. Et dommage pour le duc d'Enghien, il n'a pas eu une fille, il n'a pas eu un fils, il a eu une fille. Et malheureusement, son grand-père n'a pas voulu reconnaître, et puis le duc de Bourbon non plus, et ont préféré laisser ne pas en parler. Oui, dans le temps, c'était comme ça. Hein? Même encore aujourd'hui, c'est difficile. Tu sais, je regarde juste que moi, j'ai des origines amérindiennes, et parce que c'est mon arrière-grand-mère, c'est pas reconnu que c'est pas reconnu qu'on a des descendances. Ça commence parce à que se parler. c'était une femme. C'est ça.
Mais c'est vrai que c'était l'homme qui était le pouvoir et le grand chef de la famille. Ah oui. Mais oui. Ouais, ça marchait de même ça marchait de même durant très longtemps. Évoluons. Si Jean Cazot était ici, il pourrait nous en parler. De l'influence de la religion. En passant, je vais répéter le texto, ceux qui ont des questions à poser à M. Fagioli. C'est le 581-500-1196. Par texto ou encore, comme je l'ai dit tantôt, en dessous du poster. Et j'aimerais aussi faire une petite mention, salutation à Jean-François Primo qui nous écoute en ce moment. Salut. Et qui vous salue. Jean-François est notre co-animateur, mais il n'est pas toujours là. Donc, occasionnellement, il va être en studio, d'autres fois au téléphone. Mais quand on est au téléphone, on ne peut pas recevoir 2 téléphones en même temps. Voilà. Et même Manon aussi, que je souhaite un bon rétablissement parce que elle est souffrante un petit brin aujourd'hui, peut-être grosse migraine, pauvre fille. Ben, c'est ma Juju. Oui. C'est ça. Et donc, je salue tout ce beau monde-là en même temps. Mais si je reviens à, admettons, M. Fagioli, admettons que quelqu'un se porte volontaire pour tenir vos valises. Pour aller faire des fouilles. J'ai quelqu'un qui m'a écrit ça dans un commentaire, dans un texto. J'ai trouvé ça très drôle. S'il y a quelqu'un qui veut se porter volontaire pour vous suivre dans vos péripéties, même pour rien que suivre, pour tenir vos valises. J'irai moi tout, là. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que vous avez une équipe? Ou vous faites ça... Je travaille beaucoup seul, là, et je reçois beaucoup de messages, C'est incroyable quand même maintenant. Je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre à tout le monde et je reçois énormément de messages, de recherches de toutes sortes également dans tous les endroits de pays. Après j'en reçois en Égypte, je reçois beaucoup de monde qui me demande pouvez venir chez nous. Je suis invité partout dans certains endroits, mais je peux pas me permettre. Je travaille encore. Je fais 120 bornes par jour pour aller au boulot, aller-retour. J'ai 55 ans, donc peut-être quand j'aurai jusqu'à la retraite, je vais peut-être voyager un peu plus. Et je peux vous dire que là, dernièrement, j'ai fait des recherches pour pas loin des États-Unis, pour des gens un groupe de chercheurs qui recherchent aussi des épaves. Donc, on attendra la suite aussi là-dessus. Ah, des chercheurs d'épaves. Il y en a ici aussi dans le coin. Aussi. Hein? Justement, Marcel Robillard, justement. Monsieur Fagioli, j'ai une question pour vous. Oui. Vous avez cherché le fameux trésor du pape Clément V. Et en sous-question, un pape, ça n'a pas fait un vœu de pauvreté, ça? Oui. C'est comme tout, mais bon... Son chapelet en or. Peut-être certainement mettre de l'argent de côté, vous voyez ce que je veux dire. Mais comment un pape peut avoir son propre trésor? Écoutez, si on me pose la question, est-ce que le Vatican a de l'argent? Un petit peu, je pense. Oui, c'est ça. Juste à eux autres, là, ils pourraient éradiquer la faim dans le monde. Après ça, ils viennent nous dire, mettez-vous à genoux pour prier pour ceux qui sont dans le besoin. Je m'excuse. Mon dos. Ça, je pourrais en dire très longtemps. Un jour, j'étais ado et je me retrouve devant une sœur qui nous passe un diaporama concernant le Vatican et les églises qui ont de l'or et de l'argent en statue et tout ça. Et là, je dis à la sœur, à la fin, à la façon qu'elle nous parlait, j'ai dit, excusez ma sœur, est-ce que je comprends bien? Vous voulez dire que vous prendriez pas un petit diamant pour donner à un pauvre qui est sur le pas de l'église? Ah non, ça appartient à Dieu, puis Dieu, puis j'ai dit, OK, on se comprend pas, ma soeur, excusez-moi. Mais non, Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec une s'il est matériel, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? C'est ridicule. Mais c'est ça, vraiment, là, comme qu'il dit, Jean, c'est vrai que c'est un bon point. En fait, le Vatican et tout ça, est-ce que ça t'a déjà traverser l'esprit d'aller faire une petite fouille dans les alentours du Vatican? Juste faire du détecteur, là. Ouais. Il doit y avoir plein de trucs à trouver. C'est ça. Mais est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de faire ça? Est-ce que vous êtes toujours en ligne, oui?
Oui. Oui, OK. Bon, justement, si vous nous parliez justement du trésor de Clément V, c'est quoi juste à peu près, là? Eh bien, c'est que je me suis intéressé à un château qui a appartenu au pape Clément V. Ah, d'accord. Dans le village de Villandreau. OK. Donc, c'est un château qu'il a fait construire à peu près en 1305 et il a finalisé en 1312. OK. Et 1312, c'est l'année où il a fait un testament, où il parle de ces milliers de florins, 800 exactement, 800 000 florins, voilà, et que après, il est décédé comme par hasard, 2 ans après, en 1314. OK. Et je peux vous garantir qu'on recherche depuis très très longtemps, même le Vatican, pas le Vatican, mais je parle de l'évêché de l'époque, le pape, son successeur, le Jean-Paul, je crois, 22, recherchait impérativement où est-ce qu'il aurait pu stocker tous ces pièces d'or et d'autres documents, peut-être des archives, vous voyez. Et apparemment, moi, j'aurais localisé une salle souterraine, je dis pas exactement où elle est, parce que c'est incroyable, j'ai fait une demande de venir localiser cette salle souterraine où elle se trouve dans le château de Villandreau, ou autour, vous voyez, parce qu'il y a des souterrains qui partent du château. Et cette demande m'a été refusée par les propriétaires du château de Villandreau, l'association qui gère le château de Villandreau, soi-disant que le propriétaire du château, monsieur Norbert Fradin, agent immobilier de Bordeaux, ne veut pas que je vienne là-haut. C'est incroyable, voilà. Oui, c'est incroyable. Donc, garder ça secrètement. Mais je lui ai dit que des souterrains passent chez des particuliers. Donc un particulier pourrait faire chez lui un puits, en faisant une demande officielle, et ils peuvent tomber sur un souterrain qui mènerait à une chambre peut-être murée. Et voilà, j'aurais expliqué ça. Et apparemment, je n'ai pas de retour d'autorisation d'aller faire des recherches là-haut pour localiser cette fameuse crypte qui a été murée, à mon avis, par lui. C'est sa chambre, c'est son coffre-fort qui a appartenu au pape Clément V. Mais pourquoi pensez-vous qu'il vous refuse? Est-ce que c'est parce qu'ils n'y croient pas? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux autres? Est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement riches que d'avoir quelques milliers de florins en or de plus que ça les dérange pas? Ou ils n'y croient pas? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai remarqué que quand même, plus les gens étaient riches, propriétaires, je veux dire, de châteaux, et moins ils sont, voilà, donc vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc c'est malheureux, c'est comme ça. Bon, là, ils veulent pas savoir. Et là, j'ai fait des demandes maintenant à plusieurs châteaux avant qu'ils vendent leur château, où il pourrait y avoir une salle souterraine et à vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben oui. Et quand je les contacte, je leur dis, écoutez, on fait ça dans les règles de l'art, on signe un contrat en cas de découverte. Après, voilà, vous êtes obligé de déclarer en gendarmerie la découverte, tout ça. Et en cas de découverte, 30%, pour certains, on demanderait 50%. Et ils n'auraient rien à financer. Tout est pris en charge par moi et une équipe qui viendrait faire des micro-sondages, caméra fibre optique, et on voit ce qu'il y a dedans. Après, s'il y a une découverte, on demande la valeur de ce que peut être vendu après une vente aux enchères ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il y en a beaucoup qui hésitent après de faire en retour, de signer le contrat pour certains, châteaux. Je comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Mais vous nous disiez... rien à payer. Parce que vous nous disiez tout à l'heure que selon la nouvelle loi, 100% de ce qui est enterré revient au gouvernement. Mais si c'est dans une crypte, c'est pas enterré. Est-ce que c'est considéré comme enterré ou pas? Maman, vous étiez quand même propriétaire avant cette loi, quand même, de ce qui était dans le sous-sol. Ah, d'accord. Normalement. Okay. À part si c'est une mine d'or, mine d'argent, du pétrole, vous pouvez être exproprié, ce que je connais un peu plus ou moins les lois. Mais là, normalement, vous étiez propriétaire du sous-sol, voilà. Parce que là, dernièrement, c'est tout nouveau. J'ai certainement localisé, là, ça ne s'agit pas de crypte ou d'un trésor, certainement une grotte préhistorique qui se trouverait dans la région de La Roche-Solutré. Wow. Donc j'ai pris contact avec l'INRAP et la DRAC, sont deux instances aussi du gouvernement. J'ai eu une réponse
qui dit blanc et l'autre qui dit noir. Parce que je voulais d'abord savoir, en cas de découverte d'une grotte, entre guillemets, préhistorique, ça veut dire qu'il y a des marques sur les murs, oui. Est-ce que le propriétaire va être exproprié ou on va le dédommager pour récupérer cette grotte? Ben oui. Il y en a une qui a dit, il est propriétaire du sous-sol, on ne voit pas pourquoi il serait exproprié, il touchera une somme qui sera estimée, et l'autre me dit, non, il n'est pas propriétaire. Donc, j'ai posé la question là maintenant aux deux communes qui sont concernées, parce que j'ai pas voulu cibler une commune précise, donc j'ai envoyé à Solutré et puis la Vergisson, qui est juste un peu au-dessus, pour leur demander quel est l'article de loi. Il y a eu une loi en plus qui est sortie en 2016 pour avoir précision déjà pour cette histoire, si en cas on découvre cette salle. Et il y aurait une grande grotte qui ferait à peu près plus de 300 mètres là. Et qui 7 mètres de large. Et qui vous a mis Et il paraît que c'était une région qui est connue par un ancien président de la République là-bas. Moi, je connaissais pas du tout. Je n'ai fait aucune recherche en Saône-et-Loire. Voilà. C'est dans Saône-et-Loire, c'est à entre 400 et 500 km de chez moi. Là. Mais qui vous a mis en contact, vous, pour que vous fassiez une recherche là, justement? C'est un particulier, un ami à moi qui me connaît et qui m'a dit, Albert, est-ce que ça t'intéresserait de faire une recherche qui n'est pas, comme tu fais, de souterrain ou de trésor? Il se pourrait qu'il existe dans la région où j'habite une grotte qui pourrait être comme Lascaux ou comme Chauvet. Wow. Moi, je me suis dit, je veux bien regarder. Tu m'envoies toute une zone qui représente 20 km sur un format A4 sur Google Earth. Et moi, j'ai essayé de voir si ça existe ou pas. Et moi, ça a été positif quand je me questionnais avec le doseur et mon pendule. C'est possible que ça existe. Donc, j'ai travaillé sur un plan et j'ai localisé un endroit précis. Okay. Je dis pas, c'est pas près des maisons, c'est pas des places à bâtir, vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi ce que j'aimerais avant d'aller plus loin, avoir la réponse, comme je vous dis, est-ce que le propriétaire risque d'être expulsé ou pas? Donc voilà, est-ce qu'il va être propriétaire après de cette grotte qui va être découverte, qui pourrait être découverte? Et après, elle m'a répondu, la responsable de la DRAC, mais monsieur Fajoli, comment vous pouvez dire qu'elle est préhistorique? C'est que vous êtes rentré dedans. Non, j'ai dit, on n'est pas rentré dedans, on n'a pas vu, parce que vous êtes soumis à déclaration tout de suite au commissariat de gendarmerie et à la commune concernée, et le propriétaire, surtout, avoir l'autorisation d'aller sur un terrain privé. Vous voyez, si c'est un terrain privé, c'est un terrain communal, je dis rien. Et là, c'est encore une belle histoire qui est toute récente, là. Et il y aura un article dans le journal de Saône-et-Loire, très bientôt. Wow. On parlera de ce que j'aurai localisé avec un rayon de 20 km. Voilà. Vous êtes assez médiatisé, je dirais même pas mal depuis un certain temps. On va devoir retourner à la pause encore quelques instants. Alors, gardez la ligne, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec M. Fagioli. M. Fagioli, j'avais justement une question à propos de vos recherches que vous avez faites. Même un château des Templiers qui a été fait en 2010. Ça me fascine, parce que ça, c'est assez délicat, ça, les trésors des Templiers ou des trucs comme ça, là. Près de la Natte, en Lorraine, et c'était même connu, inconnu, je dirais, à partir du DRAC et des historiens, si je ne me trompe pas. Mais c'est spécial, là. Comment vous avez fait pour tomber là-dessus? Qu'est-ce qui vous a amené à aller voir là, justement, ce truc-là des Templiers que vous seul avez trouvé? C'est tout bête, hein. Un ami m'appelle, me dit, il paraît qu'il y a un trou circulaire dans un champ qui est apparu près de Langat, là, en Lorraine, hein.
Okay. Et donc, il me dit, c'est bon, à 100 km de chez moi. Donc, il me dit, ça serait bien que tu ailles voir pour vérifier qu'est-ce que c'est. Et moi, j'ai pris contact avec le propriétaire du terrain et j'ai été voir ce trou. C'est un gros trou circulaire qui ferait un peu plus de 2 mètres de diamètre et très très beau, vraiment circulaire. Et donc, moi, j'ai fait le tour de ce trou et comme par hasard, je vois il y a un départ de souterrain qui part vers le haut du champ. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y avait quelque chose là à l'époque là? Et moi, ils me répondent, non, je crois qu'il n'y a rien, personne ne se connaît rien. Et donc un jour, il m'a dit qu'il y avait aussi un autre trou qui était découvert aussi il y a longtemps par monsieur Claude Streif de la ferme du Puy de Neuf, qui se trouve à 2 km de l'autre côté. Donc je me suis dit, bon ben, écoutez, c'est bizarre, il doit y avoir quelque chose. Bon, je suis rentré chez moi, et quand j'ai pris les plans et Google Earth, je regarde l'image de la zone, et je dis, c'est pas vrai. Le souterrain, il va en direction là, 900 mètres, et là, on voit apparaître le grès des Vosges du château qui a à 900 mètres du trou là, de Fidenov. Le trou qui avait été découvert à Langat. Wow. Et on peut voir le château avec les dimensions, le grès des Vosges, on peut voir qu'il y avait 2 tours. C'était l'année de la grande canicule en 2003. Et là, la tour qui est à droite, il y a 3 départs. Celui qui va au trou, qui a été là, c'était certainement un puits du château, qui se trouve à 900 mètres, une réserve, et le puits s'est effondré, la terre au-dessus du puits s'est effondrée. Et ça fait un trou circulaire. Oh, ça veut dire que... C'est incroyable, c'est que un des souterrains part vers le sud et arrive au monastère de Rintin. Cadence, ça. C'était un monastère, la ferme de Rintin qu'on l'appelait. Et c'est là que j'ai découvert, quand j'ai été visiter la chapelle, qui était encore debout à l'époque. Et je dis, c'est pas possible. Le souterrain arrive là, et il arrive près de la chapelle. Ça veut dire que... Je trouve les marches, on dégage un peu les marches, il y avait des marches, mais qui étaient avec plein d'éboulis, et on voit des marques, des signes templiers. Wow! Wow! Incroyable, oui. Ben oui, wow! C'est incroyable, certain. Wow! Oui, ces marches qui montaient comme ça de la chapelle, eh ben, il y avait en dessous une cache éternelle qu'on appelle. Quand vous construisez la chapelle, vous stockez un trésor en dessous et vous mettez les escaliers. Donc c'est muré. Et pour atteindre ce trésor ou récupérer, il faut casser les 2 marches. Donc il n'existe plus 2 marches en bas et on les retrouve pas non plus là. Elles n'étaient plus là. Il y avait certainement des marques aussi sur les marches là. Est-ce que vous savez si c'est vraiment incroyable. Et moi, j'ai fait les relevés de ces souterrains. Et après, on peut voir aussi qu'il y avait un mur de 4 mètres de haut tout autour de la ferme de Rintin, le monastère de Rintin, là où il y a cette chapelle. Et j'ai même trouvé d'autres signes, maintenant que vous ne pouvez plus retrouver, parce que la chapelle s'est effondrée sur elle-même. Et il y avait des signes avant près des fenêtres. Et il y a même un signe encore qui est le soleil, qui est pas moi, je n'invente pas, c'est dans les signes des Templiers. Apparemment, c'est pas moi qui ai inventé ça. Wow. Et ça veut dire cache en dessous de ce signe. Il y en a d'autres que j'ai vus qui disaient départ de souterrain en dessous de ce signe. Le problème, c'est qu'il y a aussi le départ de souterrain qui est dans la zone là. Donc, voilà. Mais j'ai pas localisé de zone où il y a un trésor. J'ai localisé aussi les autres souterrains qui traversent la cour de ce monastère, qu'on appelle ferme de Rintin, et également le souterrain qui part et qui remonte au château, et un autre qui va sur un village à droite, où il y avait aussi un ancien château. Est-ce que vous pensez que c'est... On peut voir que les souterrains forment une croix, comme les Templiers. OK. Entre le monastère de Rintin, le château inédit, où là, on n'a pas encore fait de sondage pour vérifier les dimensions des murs qu'il y a dans le sous-sol. Mais en grès des Vosges, on voit bien apparaître dans le sol qui était pour la grande sécheresse, apparaître les tours, 2 tours circulaires chaque côté, et le château faisait à peu près 150 mètres par 80 mètres. Ça, c'est encore une belle découverte, franchement. Et si j'étais pas passé par là, jamais vous auriez maintenant les photos de ces marques, parce que maintenant elles ne sont plus accessibles. Il y a beaucoup de gens qui sont venus récupérer des pierres où il y avait des marques des Templiers dessus. Et il reste encore quelques marques qui sont en dessous, où il y a des gravats, des escaliers qui sont tombés, et des murs de la chapelle. Est-ce que vous avez des photographies de ça avant que ça soit brisé? Sur mon blog, vous avez des photographies de ces marques.
et de la cache éternelle. Et il y a eu un documentaire, j'ai quand même eu, faut le dire quand même, plus de 120 articles de presse depuis mes travaux, la sortie de mon livre, sur toutes les recherches que j'ai fait, et j'ai eu 5 passages à la télévision locale, et sur France 3 Lorraine, sur RTL 9, quand j'ai découvert le site, ils ont fait un très beau documentaire là avec, et sur la sortie de mon livre aussi. Est-ce que vous pensez que ces mêmes signes-là auraient été utilisés ici, en Nouvelle-France, dans le temps? J'ai pas compris, là. Est-ce que vous pensez que les mêmes signes que vous avez trouvés pour localiser les trésors, comme le soleil puis les croix, auraient été utilisés ici, en Nouvelle-France, dans le temps? En l'an 1500, 1600? Ben, ça pourrait être possible, hein. OK. Possible. Ouais. OK. Mais, on va vous inviter, je vois le vert. Ben oui, c'est ça. Venez donc faire un tour chez nous. Oui. Mais c'est dommage parce que moi, j'apprécie ce que réalise la famille La Gina en Nouvelle-Écosse. La Guina. Thaïlande. Moi, j'en suis à la saison 5, je suis un peu en retard. 4e épisode de lundi, là, ça va être. Sur Oak Island, là, qu'on parle. J'essaie de les contacter. Mais pour Oak Island, moi, je n'ai rien. Il n'y a aucun... sur mon blog, il n'y a aucun thème là-dessus parce que je n'ai rien localisé de précis là-haut. Il paraît que la saison 6 est terminée maintenant. Je ne sais pas ce qu'ils ont découvert, mais ils ont investi. Ça, j'apprécie beaucoup. Quand on veut, on peut, apparemment. Ça veut dire que c'est possible chez vous en Nouvelle-Écosse. Hein. La première fois que je suis arrivé à Oak Island, il était exactement minuit à la seconde près. C'était en 99, je pense. Et je me suis assis à terre et je me suis dit, ils creusent pas à la bonne place. Ça, je suis certain. À Oak Island, ils creusent pas à la bonne place. Ah. Ça, je suis sûr. Ils ont creusé beaucoup, je vois là. Hein. Et donc, mais moi, il y a, pour vous dire que non, par rapport à Captain Kidd, pour moi, il n'y a rien sur Oak Island. Hein. D'accord. Donc, Captain Kidd, vous pouvez faire une croix dessus. Donc, il n'y a rien du tout, selon vous, sur Oak Island? Il y avait. Il y avait. Moi, je peux dire que l'histoire du premier découvreur, là, un des 3 jeunes, les 3 jeunes, a découvert un trésor sur Oak Island. Mais moi, d'après moi, il n'y a pas grand-chose qui reste maintenant. Bon, ben j'écouterai. Découvert. C'est pour ça que j'ai jamais lancé le sujet sur mon blog. C'est comme à Gisors. Vous pouvez voir à Gisors, je n'ai rien sur mon blog parce que l'affaire de Gisors est connue. Je n'ai rien localisé aussi là-haut. Il y a des souterrains, il y a des cryptes, mais il n'y a rien. Je n'ai rien localisé pour moi. Bon, à Oak Island, qu'il peut y avoir quelques pièces, c'est possible. Moi, je vais pas vous dire, chez vous, il y a une pièce en or, une pièce en argent, c'est pas ça. Moi, je localise quand même des choses quand même qui sont importantes et qui sont également dans des cavités aussi. Mais c'est pour ça que je n'ai pas fait de mention là-dessus sur mon blog, concernant Oak Island, que je connais aussi depuis longtemps. Hein. Concernant Gisors, justement, est-ce que vous pensez que l'histoire des 30 coffres était vraie ou pas? Ben, je vais donner ma version en recul, après je peux être influencé. Pour moi, il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a plus rien. Alors, est-ce que l'armée a récupéré tout? Ouais, c'est une théorie, hein? Ou l'Aunois était un affabulateur. Il n'a rien vu. Un des deux, je vous laisse choisir. Voilà. Il n'a rien vu, il n'y a plus rien. Pourquoi? Qui c'est qui a découvert? Mais ça peut être possible, tout est possible. Hein. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut avoir creusé l'équivalent de 13 étages? Ben, c'est assez compliqué. Hein. Oui, hein? Honnêtement. Moi, je creuse des trous quand que je fais du détecteur de métaux, puis des fois, il faut creuser 1 à 2 à 3 pieds, puis c'est déjà très compliqué. Fait qu'imaginez-vous l'équivalent de 13 étages. Non, c'est compliqué, là, je veux dire. Ben, à ce moment-là... Moi, je ressens rien, je détecte rien, là-bas, à Gisors, et c'est pour ça que je n'ai pas de... Mais tous les thèmes qu'il y a sur mon blog, vous verrez, c'est des choses qui a quelque chose d'existant. Bon, après, comme je vous dis, là, le plus beau, maintenant, c'est quand même l'île au trésor du Captain Kidd. Oui, ben oui, on y venait, là. C'est ça. Parlez-nous-en, justement, du trésor du Capitaine Kidd. Parlez-nous-en. Ben, c'est en... Qu'est-ce qui vous a emmené à vous intéresser à ça, premièrement?
Ben, je suis tombé sur... j'ai regardé la télé sur mon grand écran. C'était Chasseurs de légendes, L'île au trésor, oui, qui était vu pour Planète Plus, qui a été fait, où ils font plein de Chasseurs de légendes, saison 1, saison 2, saison 3. Donc moi je suis tombé là-dessus le 25 novembre 2014. J'ai regardé ça. Je conseille à tout le monde, comme c'est en français, la version qu'on a là sur YouTube, nous, de regarder. Nous aussi on l'a. C'est très, très intéressant parce que moi, à la fin, je me suis dit, mais il y a des cartes, pour moi elles sont vraies. Donc, et après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des lettres qui sont inscrites sur les cartes, l'île au trésor, sur la carte, une des cartes, la carte numéro 4, où il y a marqué TA, LI au milieu et NY à droite. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je trouvais pas TA que ça voulait dire. Je trouvais pas LI, je trouvais pas. Mais après, je me suis dit, est-ce qu'il faut les mettre ensemble? Et je les ai mis ensemble. TALINY, ça ne donnait rien non plus. Chercher sur Internet, rien du tout. Mais imaginez-vous, après, quand j'ai fait des recherches, je me suis dit, 9 degrés, pour moi, c'est la bonne latitude. Je suis parti de l'histoire qui parlait là de l'île au trésor, chasseur de légendes. C'était Richard Knight, hein, et Fred Graham, qui était américain, l'autre était anglais, qui cherchaient le trésor du Captain Kidd, qu'ils étaient sûrs à 100%, au Vietnam, sur une île qui s'appelle On Très Longue. Et ça s'est mal passé pour eux, sans autorisation. Ils ont été là-haut et ils se sont fait arrêter en 1984. C'était peu de temps après la guerre au Vietnam, donc c'était assez chaud encore. Oui. Ils ont été en prison. Ils ont mal fini. Ils ont fini pour un 10 mois en prison et l'autre un peu plus d'1 an. Ils ont été libérés après. Okay. Et l'histoire des cartes, c'est que j'ai navigué grâce à Google Earth, moi, à 9 degrés. Je me suis mis au Très Longue, au Vietnam, se trouve un peu au-dessus, à 10 degrés. Je me suis mis à 9 degrés et j'ai navigué en utilisant mon pendule. Je me suis dit, il faut aller vers la gauche. Oui. Donc j'ai été vers la gauche. J'ai avancé. J'ai avancé un certain temps en restant toujours sur 9 degrés. Okay. Et je suis arrivé dans le golfe de Thaïlande, mais de l'autre côté, près de Canom. Et c'est là que je suis tombé sur plusieurs îles. Et je me suis dit, est-ce que c'est cette île? Non. Est-ce que c'est celle-là? Non. D'un coup, c'est celle-là. C'est celle en forme de flageolet. En forme, en demi-lune, en forme de croissant de lune. Vous voyez. Et c'est fabuleux. Quand j'ai zoomé dessus, je dis, putain, mais c'est pas vrai. C'est l'île au trésor. Et on voyait encore que la forêt, la clairière faisait un triangle. Encore 300 ans après. Comme l'île, comme Hawk Island, triangle. Oui, le triangle, pareil, ça forme un peu. On voit 300 ans après que la clairière formait un an. Mais je dis, c'est pas possible. Hein. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a la même forme que les cartes. Pardon? Non, je disais, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a exactement les mêmes formes que les cartes. Oui, mais la carte là, la fameuse carte numéro 4, qu'on dit, où il y a marqué 20 turtles, c'est l'île aux 20 turtles, 20 coffres, vous comprendrez pourquoi. Moi, je sais, j'ai eu beaucoup de choses après là-dessus, sur l'histoire de Kidd. Mais ce qui est fabuleux, c'est quand les 6 lettres, Tailing, le Y, il n'a rien à faire là, mais NY, c'était pour dire qu'il y a une cache à New York. C'était l'île de Gardiner. Okay. Autrement, les 6 lettres, c'est Tailing, T-A-L-I-N-G. Et vous tapez sur Google, vous avez Google devant vous, vous tapez Tailing, N-G-A-M, N-G-A-M, pour être plus précis, et vous verrez sur quelles îles vous arrivez dans le golfe de Thaïlande. Elles apparaîtront en rouge. Et elles forment de plusieurs îles, et quand vous regarderez l'une des cartes de Captain Kidd qui a été découverte par Palmer, elle ressemble à Korat. Mais il faudra comprendre comment Kidd a crypté toutes ces cartes. Comment il a fait? Avec des effets de miroir, il fallait prendre la carte numéro 4, la mettre devant un miroir, et vous aurez le bon emplacement du T de Tréazur. Mais il a fait des fausses pistes aussi. Il a fait des cartes avec des croix dessus qui donnent des fausses. Mais il a fait ce qu'il voyait sur les autres îles. Et il a mis des indications, par exemple, de la carte numéro 4, pour aller, par exemple, pour l'île qui est une autre île. Vous comprenez? Oui. Et il a caché sur plusieurs îles plusieurs coffres. Wow. Mais celle-ci, c'était l'île aux 20 turtles, aux 20 coffres. Mais il y a un livre qui va paraître là, il est finalisé,
On a hâte. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait retrouver des nouveaux documents, donc je ne peux pas parler là-bas aujourd'hui, et des documents importants sur le Captain Kidd, dont aussi une carte aussi, une nouvelle carte, mais je ne peux pas en parler, parce que bon, j'ai été censuré. Il devait être publié dans mon livre, les nouveaux documents, sauf une carte qu'il possède, mais ça confirme tous les travaux que j'ai faits depuis 2014. Okay. Et il y a déjà eu des articles de presse qui sont parus. Mais là, le plus fabuleux, c'est quand même, il a donné le nom de l'archipel où il a caché son plus gros trésor. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le 30 janvier 1798, qu'il a arraisonné le plus gros navire, sa plus grosse prise de Greenwich Merchant, entre là et le 1er avril 1798, c'est là qu'il a rencontré après à Madagascar le fameux autre pirate qui était connu. Voilà. Okay. Donc il s'est passé quasiment presque 2 mois. Et bien les 2 mois-là, il est parti après l'arraisonnement du Greenwich Merchant, il a pris la direction du sud, là, et il est rentré par le détroit, un détroit en bas, et il est remonté dans le golfe de Thaïlande. Et c'est dans le golfe de Thaïlande que se trouve l'épave de l'aventure Galet qu'il a dû couler. Et il a amarré son navire à 2 endroits dans le golfe de Thaïlande, pas très loin de Koh Wattalap, qui était le Mirador ou là-haut, où il y a aussi une histoire d'une carte qui est au Canada, qu'on appelle la carte d'Oak Island, et qui parle, vous verrez le décryptage, vous pouvez voir sur mon blog, c'est bien Koh Wattalap que cette carte a été copiée ou récupérée, soi-disant par Snow, pour l'anniversaire d'Oak Island du musée d'Halifax. Et cette carte correspond à Koh Wattalap, là où il y a le Mirador, où il y a tout, où il y a le coffre de William Jenkins. Okay. Et les plus fidèles serviteurs du Captain Kidd ont caché aussi chacun un coffre ou 2 coffres sur une île. Et Captain Kidd a fait les coordonnées, a retenu les coordonnées, et il leur a fait une carte pour chacun. Okay. Et il y a une des cartes qu'on appelle aussi William Kidd et WK. Ce n'est pas John War, John War, JW, John War, mais c'est Jenkins Williams. C'est son coffre qui est caché sur Koh Wattalap. Et vous verrez, pour parler de Kidd, pour faire vite, on pourra dire Kidd, il y a Captain Kidd et l'île aux 20 Turtles, Captain Kidd et la vallée de la mort, qui est sur Koh Samui, Captain Kidd et l'île de l'homme mort, Captain Kidd et The Rock Wall White, c'est la baleine blanche. Il y a aussi Captain Kidd et l'île Mouth Island, et vous verrez où elle se trouve, l'île Souris, que j'ai localisée aussi. Okay. Il y a aussi Captain Kidd et la grotte de Yunnan. Après ça, il y a l'île Captain Kidd et l'île de Gardiner. Faut pas oublier que Kidd, quand il est revenu en Nouvelle-Écosse, qu'il n'est pas en Nouvelle-Écosse, mais quand il est revenu pour Boston, tout ça, pour revoir sa femme et ses enfants, ses 2 filles, oui. C'est qu'il est revenu avec quelques cadeaux pour sa femme, quelques coffres pour ses amis, mais il n'y en avait plus beaucoup. Donc le plus gros a été parsemé dans les îles du golfe de Thaïlande et pendant son retour. Et il existe aussi une carte que quelqu'un possède avec chaque fois 4 points cardinaux. Il y aura 15 endroits sur une carte du MapMonde avec chaque fois 2 chiffres en haut, 2 chiffres en bas sur une croix de rosace, 2 chiffres à gauche, 2 chiffres à droite. C'était le système de codage que j'ai décrypté du Captain Kidd, qui était des degrés décimaux. Wow. Il a appliqué 4 chiffres. Bon, sur Google Maps, vous utiliserez 6 chiffres maintenant, c'est plus précis. Il y a le degré, plus, pour Captain Kidd, on va finir là-dessus, je pense, c'est que le chiffre d'or du Captain Kidd, c'est 9. Le nombre d'or pour le Captain Kidd, c'est 99. Et il y a un autre chiffre, je vous laisse, c'est le numéro 15. Pour les novices, pour les notices. Et je peux dire qu'aujourd'hui, pour les initiés, pour une île, je dirais, The Turtle is gone. Il y a des chercheurs, ils comprendront. OK. Voilà. Les tortues, comment? Les torteurs is good? The turtle is gone. Gone, parti. Gone, et les tortues sont parties. Les tortues OK, ils sont parties. D'accord. Mais savez-vous qu'il y a une toute... Est-ce que vous savez, monsieur Fagioli, qu'il y a une toute petite île à côté de Oak Island, toute petite, qui s'appelle Île à la Tortue?
Ah oui? Non, celle-là, je n'ai pas travaillé. Je suis allé dessus, moi. Par contre, je vous inviterai à faire des recherches, pour vous qui êtes au Canada, Oui. sur une île, je vous dis pas laquelle, mais qui se trouve dans la baie de Funky, je crois, non? De Funky? C'est Funky. Ah, ouais. Fundy. Oui. Excusez. Oui, voilà, donc il y a quelque chose à découvrir là-haut. Ah, Oh. intéressant. Je pense qu'on va avoir plein de détecteurs qui vont se mettre à... On va se parler tantôt. Oui, c'est ça. Après l'émission. Ils vont pas. Moitié promis. Je suis Hey, le même, moi. c'est plate de même, là, mais il reste seulement que à peine 30 minutes à l'émission parce que ça passe tellement vite. Oui, On n'a pas le temps de discuter, mais après la pause, parce qu'il faut que j'en fasse une dernière, mais après la pause, je veux que vous me contiez. Tantôt, vous m'avez écrit avant l'émission comme quoi qu'il y avait quelque chose. Bon, ben, on va en reparler après la pause. Donc, oui, c'est énorme, ça. C'est quand même Exactement. scientifique, là. C'est Non, ouais, parlez-en pas. Parlez-en pas tout de suite. Parlez-en pas tout de suite. On va Restez en garder- ligne encore. Ceci. On va garder le secret et la nouvelle parce que j'ai dit qu'on révélerait un scoop, un énorme scoop. Oui. Mais on va le faire tout. C'est énorme, ça. Oui, c'est énorme. On vous revient après la pause et on parle de ça au retour. Think big. Mais Oui, en de think mon big. projet, oui. Oui, OK, à tantôt. Nous sommes de retour. Ça, c'était la dernière pause avant la fin de l'émission, donc il reste très peu de temps pour la fin. Mais le beau scoop, M. Oui. Fagioli, j'aimerais tellement ça que je vais vous laisser aller, je pense, parce que c'est tellement énorme. Je m'autant pas Oui. le dire, je ne vais pas me tromper, là. Oui. Allez-y. Juste une petite parenthèse, je voudrais faire parce que je suis quand même. J'aurais aimé connaître parce que je vais vous lire le passage. Madame Dick est décédée en juillet 1965, mais elle a vendu les cartes en 1957. Apparemment, Maurice Taylor de Toronto, Canada, a contacté Madame Dick en juin de la même année. Il s'agissait pour les faits partie d'un syndicat de sponsors canadiens et américains qui souhaitaient acheter les cartes, les fameuses cartes de Captain Kidd, qui ont été découvertes par Palmer, l'anglais. Okay. Et en décembre de la même année, l'un des délégués, Alex Freeman de Winnipeg, est arrivé à finaliser la transaction. J'aimerais savoir par votre intermédiaire s'il y a des gens qui connaissent ce Maurice Taylor de Toronto, de Canada, et qui possède maintenant ces cartes, parce qu'on en a plus entendu parler. En 59, les cartes ont disparu aussi rapidement qu'elles étaient apparues 30 ans plus tôt. Donc j'aimerais connaître, par ma intermédiaire, votre intermédiaire, savoir si quelqu'un connaît et peut être en contact avec ces gens-là qui possèdent peut-être dans un coffre ou dans des vieux cartons ces fameuses cartes qui avaient été découvertes par Palmer. Si quelqu'un qui nous écoute a la moindre information, contactez-nous, Voilà. s'il vous plaît, sous le sceau de la confidentialité. Ça, il n'y a aucun problème. Oui. Il faut mettre la main là-dessus. Oui. Oui. Mais pour le Votre scoop, scoop, là, mon c'est le scoop temps, là. d'aujourd'hui, là, c'est oui. J'ai tellement hâte de vous le laisser le dire. Oui. Donc, il y a un très grand projet qui va se mettre en place, scientifique, un très grand projet de recherche d'un fameux tombeau. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si je voulais faire partie d'un projet qui lui tient à cœur. Comme bientôt il va être à la retraite, il voulait lancer ce projet, prendre son temps. C'est un projet qu'il a d'enfance. Il a été souvent en Italie et même les gens, les Allemands en 1942 ont essayé de retrouver ce fameux tombeau. Ah oui. Il s'agit du tombeau d'Alaric Ier. Wow. Qui était le roi des Alaric Visigoths. Ier? C'est le roi des Visigoths qui est né en 370 et qui est mort en 410 en Italie. OK. Donc, il avait participé au sac de Rome. Oh. Donc, c'est lui qui aurait dû avoir entre possession la menorah, l'arche d'alliance, tous ces joyaux qu'il avait pillés à Rome. Donc, le problème, c'est qu'il n'a pas pu partir à l'époque-là et il est décédé entre-temps là-haut. Donc, les hommes de ces fidèles serviteurs du roi Alaric Ier ont décidé d'enterrer le roi des Visigoths sous le fleuve Busanto.
Sous le fleuve. Ils avaient dévié la rivière. Ils avaient 40, je ne sais plus combien d'hommes, hein, et ils auraient creusé et fait une fois qu'ils avaient dévié la rivière, ils avaient creusé un tombeau avec, il y en a qui disent 10 chariots remplis de trésors, il y en a qui disent 20, il y en a qui disent c'est énorme, c'est un trésor qui vaudrait 220 milliards d'euros, il n'y a pas de prix là-dessus, donc on ne sait pas vraiment. Et après, ils ont rebouché tout ça, et tous les hommes qui ont participé à ce enterrement-là, ce creusement de ces trucs, ont été tués. Il doit y en avoir une couple qui sont sauvés quand même. Et ils ont remis la rivière à sa place. Donc, le tombeau est toujours sous la rivière. Ils ont été tués. Ben oui, parce qu'il fallait pas qu'ils disent où était le trésor. Voilà, donc... L'homme étant l'homme... Tout un rayon était bloqué autour de cette zone. Personne ne pouvait rentrer dans cette zone. Il y avait des hommes qui gardaient, personne ne pouvait rentrer dans la zone d'inhumation. Donc voilà, c'est gardé secret. Et les Allemands, je peux vous dire, en 1942, ont fait des fouilles en Italie pour retrouver ce trésor. Ils ont fait des fouilles aussi dans tous les pays d'Europe, les Allemands. Oui. Je comprends pas, ils étaient plus intelligents que les Français. Ils sont même rendus au pôle Nord et au pôle Sud. Fait que... Voilà, beaucoup d'endroits. Donc, et là, il m'a demandé qu'il veut lancer un projet comme ça. Et cette personne-là, que je peux citer, vient d'être à la retraite tout dernièrement. Donc, c'est quand même monsieur Jean-Claude Barré qui a participé au projet Scan Pyramide avec ce système d'infrarouge. Exactement. Donc, il va proposer, ça fait 18 mois qu'il est en tractation, il va lancer un projet scientifique. Je serai partie du projet, il y aura à peu près 10 cadres pour le projet-là, scientifique, avec toutes les technologies connues jusqu'à présent, même satellite militaire qui va être utilisé pour des objets ferreux qui peuvent être détectés grâce aux satellites, qui sont des satellites connus déjà. Ben oui. Mais M. Barré, si je ne me trompe pas, c'est bien celui qui était qui a fait partie du projet avec l'Université Laval, ici même à Québec. Oui, incroyable encore. On peut parler de l'Université de Laval, qui était aussi pour le projet Scan Pyramide. Ben oui. Les Japonais, tout ça. Et M. Jean-Claude Barré faisait partie là aussi pour le système qu'il utilise, lui, à infrarouge, pour détecter les différences de température au niveau de la chambre de Toutankhamon. Il a été, vous pouvez voir sur Internet, il a été aussi là-haut. Et là, il veut lancer ce projet. Il a déjà rencontré pas mal de monde. Et donc, c'est un projet qui lui tient à cœur. Et il y aura toutes les technologies qui vont être utilisées, dont la mienne aussi, qui va me permettre aussi de voir par rapport à ce qu'eux ont comme données, par rapport aux miennes que moi j'aurai, qu'est-ce qu'il y a. Et il y aura des centaines de kilomètres de rivières qui vont être étudiées, même le lit à côté de la rivière, et également sur les berges, vous voyez. Ben oui, j'imagine. Tout ça, toutes ces recherches, et sur des centaines de kilomètres, il y aura certains points qui vont être poussés, et ce budget comprend, il a été calculé, environ 2 millions d'euros. Et il y aura un budget pour avec autorisation là-haut avec le gouvernement italien, que là c'est en cours, en tractation en ce moment. Et donc c'est peut-être un projet qui pourrait intéresser Steven Spielberg. Bon, si des gens le connaissent, hein, Steven Spielberg. Un petit peu, oui. Ou Dan Brown, ou voilà, ou même maintenant Johnny Depp par rapport à mes travaux sur l'île au trésor du Captain Kidd. Ça serait intéressant qu'ils prennent contact avec eux, parce que bon, pour l'instant, il y a déjà une bonne partie du budget qui est clôturée, mais bon, on attend maintenant les derniers verdicts en cas de découverte. Combien aura droit à l'équipe scientifique qui sera là, et celui qui réalisera le film de ce... Il y aura 2 documentaires de prévus, après, ça peut durer longtemps. Après, il y a des fouilles, et il y aura aussi une société, un budget qui sera alloué à une société de fouilles archéologiques qui devra suivre après le projet, bon, qui sera peut-être fait après la petite cuillère, hein, vous voyez. Ben oui. Donc, c'est à venir très prochainement, là, voilà. Mais et vous en faites... 1 an qui viennent, 2 ans, le projet sera mûr, et sera... voilà, il y aura tout le budget, et tout sera lancé. Donc, vous en faites partie de ce projet-là? Je en fais partie. Et je peux dire que je serai le numéro 2 du projet. Wow! Donc, ça fait plaisir à moi. Moi, mon CV, il n'est pas à faire. Maintenant, je peux vous garantir qu'il faut peut-être un certain temps pour que les gens étudient mes travaux sur mon blog,
sur l'île au trésor, mais c'est comme le port Salut, ici on dit en France. C'est simple, une fois que j'ai donné la clé qui permet de décrypter les cartes du Captain Kidd, ben oui, qui sont pour certaines des copies, que moi, si je découvre une carte comme ça, j'essaye à l'époque d'en faire une copie, avec moins d'indices dessus, mais l'original, je les garde, ça fait chier. Mais la plupart ramènent dans le golfe de Thaïlande. C'est fou quand même. Mais après, il y a des autres îles pour la route de retour qui ont servi aussi de base pour certaines personnes, et dont le Captain Kidd, il y aura une île que je vais crypter dans mon prochain livre, l'île aux 36 turtles. Wow. C'est l'île aux 36 coffres avec 2 caches. Monsieur Fagioli, il reste... Il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui a mis les pieds sur cette île. OK. Mais Voilà. Et ça sera crypté dans mon truc, dans mon livre, je veux dire, à ma manière à moi, avec des codes qu'a utilisé Captain Kidd. Wow. Et vous verrez, c'est impressionnant. Comme dans mon livre sur le Duc d'Enghien, j'ai crypté à ma manière à moi l'histoire de ces 3 trésors, dont le plus gros trésor en France, concernant le Duc d'Enghien, se trouve dans un des départements du Pays de la Loire. là, je vais avoir une question pour vous, mon cher Albert. Ça, là-dessus, je sais que j'ai Raymond Choquette aussi qui nous écoute et que je salue en passant. Raymond est un fan fervent des tunnels qui vient de la base militaire, de tout, des choses comme ça. Mais je sais qu'il y a des bases exactes. Ça, c'est sûr, il y a des anciens tunnels qui existent encore parce que, puisqu'il y en avait à l'époque, en plus, dans le temps des années 1500 ou dans le temps des colons qui ont débarqué, ils gardent, tu le vois. Tu le dis tantôt qu'il y en a sous le château, il y en a un peu partout. Mais donc, ça, c'est si vous tombez sur un lieu, vous vous baladez en montagne et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose sous vos pieds et que vous voyez l'armée débarquer, vous faites quoi? Ah, oui, là. Oui, c'est pas... Oui, donc, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. C'est délicat, hein? Ouais. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. OK. Phew. Mais moi, je ne sais rien de mal, hein. Moi, je ne sais rien de mal. J'utilise... non, c'est ça. Après, je fais des relevés sur place, comme je fais d'habitude. Et après, quand c'est des terrains privés, bon, ben, je publie pas. Il y en a plein. Hein. J'ai beaucoup de travaux que j'ai fait. Bon, ça reste confidentiel. Vous voyez? Oui. Mais là, l'histoire d'Alaric, c'est un sujet vraiment... C'est comme on pourrait dire, j'aimerais bien rencontrer un jour Harrison Ford pour lui parler de mes travaux. Oui, je comprends. Harrison Ford ou Steven Spielberg pour parler de mes travaux. L'île au trésor, le trésor du Duc d'Enghien, un jour j'irai le récupérer et un jour vous verrez, le jour où vous verrez qu'il y a une médaille de Saint-Louis qui ira au musée Ettenheim, une médaille du Saint-Esprit que je garderai pour ma descendance à moi comme récompense. Mais par et contre... la médaille de la Croix de Malte qui irait au château de Chantilly, où vous direz, tiens, c'est peut-être Fagioli qui a trouvé le trésor. Monsieur Fagioli, on aimerait que vous nous parliez, parce que là, il reste malheureusement moins de 10 minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la pyramide en Bosnie, s'il vous plaît? Ben, j'ai travaillé à l'époque, là, en 2014, je crois, pour M. Dominique Lumblog. Il m'a demandé si je pouvais localiser des cavités et des souterrains aux pyramides de Bosnie, donc là. Et donc moi j'ai dit, j'ai effectué un travail assez sérieux quand même, et avec pas mal de salles, une salle souterraine là, avec des souterrains qui passent, dont une salle souterraine sous la pyramide de Bosnie, la pyramide du Soleil, la plus grande. Okay. Donc, et d'autres salles à d'autres endroits avec un cheminement de souterrain. Donc je lui ai envoyé ces documents à l'époque, avec un rapport, tout ça, et normalement il devait aller vérifier là-haut sur place. Mais moi, quand on m'avait dit qu'il y avait des zones rouges où vous pouvez être dangereuse, ça peut être dangereuse, vous pouvez sauter sur une mine et compagnie. Ben oui. Moi, ça a été bloqué, j'ai refusé. Et en plus, moi, à l'époque, c'était, il fallait quand même que j'avance d'argent pour aller là-haut, tout ça. Donc, j'ai laissé tomber. Et là, apparemment, il y avait quelqu'un qui devait, le PR2, le PR3, il y a eu, et qui devait aller se rendre compte pour voir s'il n'y avait pas des anomalies aux endroits précis que j'ai donné les coordonnées GPS. Okay. Grâce à Google Earth. Et apparemment, c'est
c'est un peu foiré, c'est un peu tombé à l'eau, parce que la personne qui a été là-haut, qui était un nomade qui se proposait, il n'était pas adéquat à ce sujet, et c'est dommage, c'est malheureux. Voilà, pour l'instant, c'est en stand-by, et je me demande pas si je vais bientôt publier mon rapport que j'ai fait, que j'avais transmis à l'époque, en 2014, avec les emplacements des salles, et simplement un accès au niveau de la pyramide pour accéder à cette salle qui se trouve dans la pyramide de Bosnie. OK. Moi, monsieur Fagioli, j'ai une obsession, c'est de trouver le fameux Tesloscope que Arthur Matthews a fait au lac Beauport. Et je me demande s'il n'est pas justement dans le souterrain qu'il y avait entre la maison et son laboratoire, qui est une espèce de grange. Je vais vous envoyer des photos de l'endroit. Vous pouvez toujours m'envoyer et je vous donnerai mon avis. Et j'aimerais beaucoup ça. Oui, justement. Ça, qu'on retrouve le Tesloscope. Ben oui. Ça serait fantastique. Mais j'ai une autre question, justement, en rapport à ça, de quelqu'un, Chantal, qui demande si vous détectez autre chose que des souterrains. Et elle me donnait un exemple de son lieu où est-ce qu'elle habite. Mais en fait, moi-même, j'ai l'impression que en bordure du fleuve, dans ma propre région, où est-ce qu'il y a eu un débarquement, justement, de Christophe Colomb et tout Jacques Cartier, ou je ne sais plus lequel de ces pilotes de bateaux-là. Un explorateur. Ben, je ne sais plus lequel des explorateurs, en tout cas, qui ont débarqué des colons. Et je sais qu'ils se sont arrêtés à Sainte-Croix, à un endroit particulier, et ils ont construit un village là-dessus qui est aujourd'hui démoli. Parce qu'en fait, ils ont quitté leur bord du fleuve pour monter la pente, parce qu'on a une côte. Ils ont fabriqué une côte justement pour monter et faire le village, monter le village en haut. Mais le premier village était en bas. Mais je suis certaine, Jean, justement, est venu faire un tour vite fait là, pour faire un peu de détecteur dans ce coin-là. Oui. Mais mon Dieu, je pense que je vais vous envoyer sur map, le map... Google Maps. Le Google Maps, le coin de ma région. Je pense que vous me direz si vous voyez quelque chose dans cette région-là. Parce que... mais Jean, il a une région pas très loin de Beauce, là, qu'il faudra qu'il aille faire un tour. Hein, je devais y aller cet été, mais je me suis mis à retravailler. Alors, j'ai manqué de temps. C'est un trésor que tout le monde parle, que tout le monde cherche, et M. Fagioli m'a aidé à trouver justement, c'était d'un parage de où? Alors, dans la région de Beauce? De la Beauce. Ben faut que j'y aille. Oui, on en reparlera d'un autre... Des Jorins? Oui, voilà. Les Jorins noirs. Le pays des Jorins noirs. Oui, absolument. Oui, OK. Ben, c'est intéressant. On ne peut pas vraiment en parler justement non, tant qu'on n'a pas... Là, on va manquer de temps, puis notre invité est là. Ben, c'est ça. Ça sera un autre sujet plus tard. La question... Par contre, je voulais quand même dire qu'il y avait quand même une société d'Alsace, M. Laurent Gladit, Camexlo, qui utilise la robotique pour aller dans les souterrains, des cavités, pour envoyer, pour vérifier où c'est dangereux. Lui m'a testé, honnêtement, sur 5 sites en Alsace, où il y a des souterrains que lui connaît, qui peut aller dedans, et lui m'a emmené sur les sites, et moi j'ai dû trouver des souterrains. Sur 13 souterrains, j'ai trouvé 12 souterrains, précisément, une poil à la verticale, mes marquages au sol. Quand lui allait dans le souterrain, il mettait une sonde au sol du souterrain, au milieu du souterrain, et il venait en surface avec son appareil qui vaut 3 000 euros, 4 000 euros, et quand il est à 100%, ça bip. Ça veut dire qu'il est à la verticale de la sonde où il y a le souterrain. Et moi, sur des souterrains qui vont entre 3 mètres et 6 mètres, j'ai trouvé des 12 à pile poil, à 10, 20 cm pour certains. Il y en avait un seul, quand je passais sur la route, je ne le localisais pas, et quand j'étais sur les trottoirs, je le localisais. Voilà. Tiens donc. C'est bizarre, je n'ai jamais compris pourquoi, mais là, pour vous dire, et il m'a même expliqué avec ma femme et mon fils, la fois-là, qui étaient invités, ils ont été au cinéma, et j'ai été sur les 5 sites pour qu'ils me testent. Lui, il a une micro-entreprise. L'année prochaine, ça sera une entreprise, vraiment une entreprise, puis une micro-entreprise, et il m'a testé sur 5 sites, et ça a été publié dans un article de presse, quasiment 100%. Wow. Et pour le projet qu'on va lancer à la RIC, les scientifiques qui font partie du projet estiment qu'on a 80% de chance de tomber sur ce fameux tombeau.
Monsieur Fagioli, il faut que je vous arrête quelques instants parce qu'on a dit que l'on faisait tirer 3 livres qui s'appellent Récits d'une vie antérieure de mon ami Marcel Robillard. Attention, la question est, Monsieur Fagioli a travaillé et a trouvé une île au trésor qui appartient à un pirate très connu. Quel est le nom de ce pirate? Attention, commencez à répondre immédiatement. Ne donnez pas la réponse. Et ne donnez pas la réponse, Monsieur Fagioli. Il ne faut pas, parce qu'il y avait juste à nous écouter. Quoi que ça va repasser en podcast, là. C'est ça. Je vais mettre une photo justement du bouquin et vous pourrez écrire votre réponse en dessous sur la page de Zone Parallèle et on va savoir, en tout cas. Et le tirage va se faire, comme je répète, à partir du 31 octobre, mercredi prochain. Pour donner la chance à vraiment tout le monde. Je te laisse conclure, ma belle Carole. Ben, en fait, oui, il reste une minute à peine avant la fin de l'émission. On a la prochaine émission Codef 3.0 qui va suivre dans quelques instants. Mais d'ici là, je vous remercie beaucoup, M. Fagioli. J'aimerais ça que si vous et que votre projet dont vous parlez, qui est un vraiment très gros scoop, et M. Jean-Claude Barre, oui, M. Barre ou Barré? Jean-Claude Barré. Jean-Claude Barré. Voilà. Si vous trouvez quelque chose, j'aimerais ça vous réinviter tous les deux à l'émission. Donc, M. Barré... Mais il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il veut même présenter à l'Université de Laval, qui est reconnue chez vous, oui. L'équivalent ici des grandes universités de France, proposer une conférence, que je serai présent aussi, à l'Université de Laval pour le projet à la RIC. Je ne peux pas dire encore... Il y a déjà le nom de code pour ce projet. Mais... il y a possibilité qu'ils reviennent là-haut, à l'Université de Laval, pour présenter le sujet. Vous viendrez ici, en ondes direct. Ouais. Ben oui, si vous pourrez venir à la radio direct, si vous êtes pour venir dans le coin dans la région de Québec, ça ferait bien notre affaire. C'est sûr qu'on veut vous réinviter parce que c'est assez impressionnant et intéressant. Là-dessus, je vous remercie, M. Albert Fagioli. Je vous remercie beaucoup d'avoir été très intéressant. Peut-être à une autre pour d'autres histoires là-dessus sur mes travaux. Bien sûr, bien entendu. Merci beaucoup à Jean aussi d'être été là. Jean, il a suivi aussi mes travaux quand même, Jean. Je vous suis religieusement, dans le bon sens du terme. Je sais. La semaine prochaine, on va recevoir Éric Tessier de Muffon qui va nous parler du Crop Circle, entre autres, qui a été trouvé dans le coin de Saint-Lin. Ensuite, on a aussi Franck Natarelli, Dentiste Québec. Alors, Code Def 3.0 suit à l'instant. Je vous remercie à vous tous. Merci encore une fois, M. Fagioli. Oui. Alors, je dirais pour moi. Merci. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bonne semaine, gang. Bye.